Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et soyez les bienvenus sur votre chaîne Santé SOS Docteur TV dans votre émission Les Jeunes en parlent. L'on dit souvent, et bien vrai que ce soit un proverbe élevé que j'essaierai de traduire fidèlement, peu importe notre capacité d'être, lorsque nous serons deux personnes de différentes éducations qui seront amenées à travailler ensemble, à vivre ensemble, il y aura toujours des moments de discorde. Et lorsque ces moments de discorde surviennent, comment arriver à les régler convenablement et surtout comment combattre à la loyale? C'est à cette question que nous essaierons de répondre dans ce numéro de votre émission Les Jeunes en parlent, avec des invités de diverses marques, avec des invités de diverses opinions également, mais également de diverses éducations, de différentes approches de résolution de problèmes, de conflits qu'ils auront donc à partager avec vous. Mais avant tout, comme vous le savez, comme on aime bien le faire avec la TBF, on va suivre cette capsule vidéo et on revient pour la discussion. Tout au long de notre vie, nous pouvons être confrontés à des conflits avec des amis, des membres de la famille et même des partenaires romantiques. On parle de conflits lorsque des personnes ne sont pas d'accord sur un sujet ou ne s'entendent pas bien. Parfois, ces conflits vont trop loin. Des remarques personnelles désobligeantes sur l'autre personne peuvent être faites. L'une ou les deux personnes impliquées dans la dispute élèvent la voix sous l'effet de la colère. Parfois, il y a même de la violence physique. Pour éviter d'en arriver à de telles extrémités, il est important de savoir résoudre les conflits. Voici comment cela fonctionne. La résolution des conflits est quelque chose que vous devez pratiquer et qui nécessite l'effort de toutes les personnes impliquées dans le conflit. Déterminez l'objet du désaccord, expliquez ce que vous ressentez et comment le conflit vous affecte. Écoutez ouvertement ce que l'autre personne ressent et ce dont elle a besoin et essayez de comprendre son point de vue. Réfléchissez à des solutions qui rendront les deux personnes heureuses ou trouvez un compromis que les deux personnes peuvent accepter et mettez-vous d'accord sur ce que chacun d'entre vous fera. Tenez-vous-en à ce qui a été décidé et si la solution ne fonctionne pas, recommencez le processus. Plus vous vous entraînerez à la résolution des conflits, plus vous vous améliorerez. Le fait de savoir résoudre des conflits est un signe de maturité. Jusqu'à la prochaine fois, n'oubliez pas de me rendre visite sur amaze.org ou d'aller sur ma chaîne YouTube pour en savoir plus. Au revoir. Pour en savoir plus, allez consulter la vidéo sur la web TV de l'application Info Ado Jeunes disponible gratuitement sur Play Store ou appelez gratuitement la ligne verte ATBEF au 88 28. L'ATBEF pour une vie meilleure. De retour sur le plateau de l'émission Les Jeunes en parlent. Aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction, il s'agirait donc d'apprendre des meilleures techniques de résolution de conflits, de résolution des différents problèmes qui peuvent survenir dans nos relations personnelles, dans nos relations, que ce soit professionnelles, amicales, amoureuses et tout ce que cela peut être. Et pour en discuter aujourd'hui, nous sommes avec M. Jean-Marie Atou, qui est donc le chargé du centre excellence de la TBF. Je rappelle qu'il est donc le centre d'excellence de la sous-région pour les jeunes, un centre assez convivial où chaque jeune peut se sentir chez soi. C'est pas, il y a des chambres là-bas où on peut venir dormir? Non, il n'y a pas encore de chambre, mais il y a des salles de réunion que nous mettons à la disposition des ONG et autres acteurs du domaine pour les formations et autres là. Non seulement ça, il y a aussi l'offre de services conviviaux adaptés aux besoins des jeunes, comme tu le disais. Dans ce centre, nous offrons des services aux jeunes de façon conviviale, c'est-à-dire les prestataires du centre sont formés pour pouvoir prendre le jeune comme des personnes à part entière et leur offrir les services comme cela se doit pour que le jeune puisse se libérer et dire réellement de quoi il souffre pour que la prestataire ou le prestataire puisse lui apporter la réponse adéquate. D'accord. Merci beaucoup Jean-Marie et merci d'être avec nous sur ce plateau. Il est donc accompagné d'un chargé de projet ou d'un coordinateur de projet au niveau de la TBF, M. Djeri Tchagbele Bouraïma. C'est ça que je n'ai pas écorché le nom. Non, c'est bon. Comment vous allez, M. Djeri? Très bien. Ah, ça va super bien, j'espère. Oui. D'accord. Et pour finir, donc, nous avons un psychologue clinicien de la santé. Et un psychologue clinicien de la santé, c'est ça, non? Et de la santé. C'est quoi la nuance?
Et le psychologue clinicien, c'est le psychologue qui reçoit le patient et dans une situation clinique, c'est-à-dire face à face, pas dans le groupe. Maintenant, le psychologue de la santé, lui, c'est de la psychologie qui s'occupe essentiellement des pathologies. Et cette psychologie résout les problèmes psychologiques que créent les pathologies médicales. D'accord, je vois. Donc, c'est un psychologue clinicien et de la santé. Il est donc au niveau de la clinique principale de l'ATBF, M. Tambourou et Sohanam Kossi. D'accord. Donc, je pense même qu'en tant que psychologue, votre profession vous permet beaucoup plus de résoudre les différents types de conflits. Est-ce que vous en observez assez, des conflits qui vont peut-être se manifester sur le mot somatique par des manifestations cliniques? Effectivement, vous avez, je crois, donné le nom. Et vous avez parlé de somatisation. Il y a des somatisations de conflits. En réalité, dans l'individu, tout ce que l'individu fait, c'est le conflit. Le matin, lorsque vous vous couchez, pour vous réveiller, il y a le conflit entre la volonté d'être toujours couché et la volonté, le devoir de pouvoir aller dans votre... L'homme se définit par des séquences perpétuelles de conflits. C'est leur résolution qui nous permet d'évoluer ou qui nous permet parfois, et si ce n'est pas bien fait, de développer des maladies. D'accord. On va y revenir quand même au cours en parlant beaucoup plus des raisons qui peuvent justifier les conflits. Mais là, on entend souvent dire que des personnes qui sont très susceptibles, des personnes qui réagissent très vite, peut-être qui sont très colériques, sont des personnes qui ont eu une enfance difficile, qui n'ont pas été aimées, qui n'ont pas été perçues. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a vraiment une relation entre la réaction ou le comportement de quelqu'un et son enfance? Oui, il faut reconnaître que ce que nous avons été dans l'enfance, mais pas seulement dans l'enfance, mais au cours de notre développement psycho-affectif antérieur, agit sur notre comportement présent et sur nos comportements futurs. Mais comment est-ce que ça se fait? C'est vraiment complexe. C'est pour cela que, pour nous psychologues, il faut que d'abord la personne soit reçue en consultation pour pouvoir... nous avons des techniques d'évaluation, nous avons des techniques d'évaluation psychologique, nous avons également des tests complémentaires psychologiques pour pouvoir infirmer ou confirmer ce diagnostic. Le dire comme ça, c'est un peu à la va-vite et c'est entre guillemets des affirmations parfois gratuites, mais dans notre pratique de résolution des conflits conjugaux, des pathologies de relations familiales, je crois que ça agit beaucoup. L'éducation, le parcours, le niveau académique, ce que la personne est, influence beaucoup son comportement. Et quand ce n'est pas compris, quand il n'y a pas une base d'échange et quand il y a incompréhension, forcément les conflits affleurent. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Diri, lorsqu'on parle de la sexualité, lorsqu'on va beaucoup plus loin et on rentre dans l'éducation sexuelle complète, est-ce que la résolution des conflits aussi rentre dedans? Et si oui, dans quelle manière? Oui, je pense que comme le psychologue l'a dit, nous, au niveau de en matière de santé sexuelle, l'être humain dans son ensemble est d'abord sexuel. Et donc, par conséquent, toutes les manifestations qui arrivent sur cet être humain ont un lien avec son vécu et tout. Et bon, donc, en lien avec la sexualité, je pense que c'est beaucoup plus un conflit perpétuel où il y a la raison qui te dit de faire ça et ton fort intérieur également qui est en contradiction avec ce que tu veux. Et donc, c'est en cela même quand nous prenons l'élément, les cercles de la sexualité, il y a un cercle que nous disons un cercle proscrit qui, normalement, l'être dans son moi serait beaucoup plus à l'aise à pratiquer ce cercle-là, mais la nature humaine lui dit non. Et ça devient un conflit. Lorsque la personne veut aller vers ce cercle-là, il est maintenant en conflit avec ses semblables et autres. On dit que non, il n'arrive pas à se maîtriser, ainsi de suite. Donc ça rentre également dans les composantes. Lorsque vous faites l'éducation aux jeunes, vous parlez également de la résolution des conflits. Exactement. Et comment ils réagissent?
Vu que c'est lorsqu'on parle de jeunes, lorsqu'on parle de la jeunesse, de l'adolescence, le sang est fougueux, on se bagarre tout le temps. Oui, au niveau des jeunes, l'élément prépondérant dans ces éléments, on cultive la notion de négociation. Dans la résolution d'un conflit, l'élément important, c'est la négociation. Il faut apprendre à négocier. Et dans cette négociation, il y a des techniques qui permettent à la personne de pouvoir comprendre un certain nombre de facteurs et un certain nombre de comportements pour pouvoir essayer de comprendre peut-être pourquoi on lui demande de faire ça et de ne pas faire ça, ou pourquoi il doit agir de telle manière. Et donc, au-delà de ça, il y a même dans nos schémas de formation, l'élément que nous appelons aider les jeunes à aller au-delà de la simple tolérance. Et donc, la culture de la tolérance est un élément important pour amener tout le monde à aller au-delà des conflits et vivre en harmonie avec son environnement. Alors, merci beaucoup, M. Diéry, pour vraiment cette explication. Je pense quand même que discuter de la résolution des conflits avec les jeunes va vraiment les aider à résoudre leurs conflits intérieurs, parce qu'on va revenir à plus forte raison qu'on a même un psychologue, on va bien profiter. On parle des conflits, on est beaucoup là à parler des problèmes avec son conjoint, des problèmes avec sa partenaire, mais il y a des conflits intérieurs qui laissent des blessures intérieures qui se manifestent par des réactions externes également. Ce serait intéressant de bien les comprendre. Alors, Jean-Marie Atou, oui. J'ai envie de rire, mais je ne vais pas rire. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'on ne peut pas rester avec une personne sans qu'il n'y ait pas de conflit? Peu importe à quel point, vous pouvez même être des jumeaux biamniotiques, bicoriales, bien monoamniotiques, monocoriales, je ne sais même pas quoi. Il y aura toujours des conflits. Oui, comme on a l'habitude de le dire en effet, quand il y a deux personnes qui sont ensemble, peu importe le degré de complicité, peu importe le fait qu'ils viennent de la même famille ou bien qu'ils soient d'un même père ou d'une même mère, ces personnes-là, à la longue, vont se heurter, vont entrer en conflit. C'est de façon normale un processus pour pouvoir les aider, peut-être à mieux se connaître individuellement et à mieux cultiver aussi le vivre ensemble. Du coup, les conflits interviennent. Qu'on soit amis, de toutes les façons, ça va arriver. Alors, comment les jeunes, comment les adolescents, comment l'être humain a l'habitude de régler les conflits? Les gens règlent les conflits de diverses manières. Il y a certains qui se renferment sur eux, comme le psychologue l'a dit. Cela dépend du vécu de tout un chacun, du milieu social, etc., dans lequel chacun a vécu. Certaines personnes, en face du conflit, se renferment sur eux-mêmes. D'autres sont plus ouverts, tandis que ça dépend des deux personnes. Si tu as un conflit avec quelqu'un qui se renferme sur lui-même et toi tu veux en discuter, ce sera compliqué. Tout comme si tu as un conflit avec quelqu'un avec qui tu veux discuter et lui ne veut pas, ce sera compliqué. Du coup, il y a certaines personnes qui aiment garder le silence en cas de conflit et d'autres qui aiment en parler à chaud, d'autres qui aiment reporter et en parler quand les choses vont se tasser. Il y a plusieurs types de personnes par rapport aux différents conflits. De résolution des conflits également. On va donc revenir par rapport aux différents types de conflits qui peuvent exister. C'est bien, on a parlé du conflit qu'on peut avoir avec une personne externe à nous, mais il y a également M. Diéry, lorsqu'il parlait de la santé sexuelle, que l'être humain est un être sexuel et que chaque jour il y a des conflits qui peuvent exister en cette personne, ce que je veux faire et ce que je dois faire ou ce que la société m'impose de faire. Expliquez-nous encore mieux ces conflits intérieurs-là que peut-être plusieurs personnes combattent chaque jour. Ok, merci beaucoup. Il faut reconnaître que déjà en terminale, pour ceux qui ont fait la terminale, le cours de philosophie, et on vous a parlé de la topique de Sigmund Freud, donc, où il y avait le moi qui était au-dessus, il y avait le pôle législatif qui était là, il y a aussi les pulsions qui sont le ça. Donc c'est en cela que lui il a résumé les conflits internes de la personne. Et de ces conflits-là résulte la maturité, le processus de maturité psychologique de cet individu. C'est pour cela que je dis que l'homme est un être fondamentalement conflictuel. Il est toujours en conflit avec lui-même. Même déjà à la fécondation, pour la fixation du zygote sur l'utérus, il y a conflit entre le zygote et puis
et l'utérus qui tend à rejeter l'œuf également aussi qui ça grippe pour que et qu'il n'y ait pas de fausse couche. Donc, c'est un conflit intérieur que Sigmund Freud a bien sûr expliqué parce que c'est l'explication la plus facile. Si on doit aller en psychopathologie, ça risque d'être plus compliqué. Donc, et lorsque vous voulez faire quelque chose, ça, c'est les pulsions, puisque sur le plan biologique, et en parlant du jeûne, j'ai envie de pouvoir assouvir pleinement mes pulsions sexuelles. Mais seulement, je suis dans une société. La société a des règles. Il y a des façons de le faire. Ça, c'est le pôle législatif. Donc, l'individu en elle-même a envie de faire quelque chose qui se trouve être très interdit. Mais il faut reconnaître, je crois que je veux le souligner, la qualité des conflits entre ces différents pôles dépend de ce qui se passe au niveau de l'extérieur. Une résolution du conflit à l'intérieur dépend de ce qui se trouve et ce qui entoure l'individu. Si l'individu est dans un environnement où les gens sont habitués à laisser les pulsions se démontrer ou être assouvies, donc elle aura tendance aussi à ne pas trop résister à ces pulsions qui vont lui entraîner des difficultés. Maintenant, quand elle est dans un environnement où c'est le pôle législatif qui est au top, genre ne fais pas. C'est pour ça que j'ai aimé l'introduction de M. Géry qui parlait de la négociation. On a des gens qui ont eu une éducation tellement rigide, stricte, qu'à l'intérieur de maintenant, là, ils ont ce qu'on appelle de l'inhibition. Voilà, nous recevons beaucoup de patients à l'âge adulte qui viennent, mais qui ont ce qu'on appelle une inhibition sexuelle. Voilà, en grosso modo, comment les éléments, les relations entre le moi et qui est la personne elle-même, c'est-à-dire son raisonnement, et les pulsions sexuelles ou d'autres types de pulsions, et également la loi ou le pôle législatif, comment en grosso modo ces conflits-là naissent. Mais il est demandé au moi, qui est le raisonnement, de voir où est-ce que la loi peut passer, où est-ce que c'est la pulsion qui peut passer. Je prends un simple exemple, l'envie d'uriner. Vous avez envie d'uriner, ça c'est une pulsion. Le pôle vous dit non, et vous ne pouvez pas uriner n'importe où. Il faut chercher une salle de bain ou bien un endroit, un urinoir bien adapté pour pouvoir le faire. Mais lorsqu'il y a trop de rigidité, je crois qu'il y a des gens, il suffit même que les gens sachent qu'elle est en train de diriger vers la salle de bain, que la sensation là puisse s'estomper. Parce qu'on a trop tiré sur la loi, sur la législation. Et en fonction maintenant de ces différents conflits maintenant, on a des troubles de personnalité, des troubles psycho et pathologiques qu'il faut soigner. Voilà, je pense que c'est assez clair quand même, assez détaillé. Ça nous a permis de voyager et de faire peut-être des introspections même sur notre propre vie. Merci beaucoup. Alors Jean-Marie, il est donc question de combattre la loyale. Qu'est-ce que cela veut dire? Et combattre la loyale, ça peut se comprendre dans plusieurs sens. Par exemple, si je suis en conflit, puisqu'il s'agit de ça avec quelqu'un, est-ce qu'il faut faire recours avec une personne qui n'a peut-être pas la même compréhension, mais qui n'a peut-être pas le même gabarit que moi? Est-ce qu'il faut résoudre ce conflit-là en discutant? Est-ce qu'il faut garder le silence? Comment est-ce qu'il faut faire s'il faut résoudre le conflit? Quelles sont les dispositions à prendre pour que la résolution puisse être vraiment une résolution constructive qui va apporter du bien, que ce soit aux deux parties? Voilà, je pense que c'est ce qui doit ressortir dans ce thème
qui parle de combattre à la loyale. Mais c'est un peu mitigé parce que lorsqu'on dit qu'il y a conflit, ça veut dire que bon, ce qu'on a tendance à croire, c'est que quelqu'un doit avoir raison et l'autre doit avoir tort. Maintenant, comment arriver à scinder ou peut-être à trouver peut-être un juste milieu pour que tout le monde puisse avoir un peu tort et tout le monde puisse avoir un peu de raison? Ok, dans un conflit, normalement, ce qu'il faut chercher, c'est l'objet ou bien de là où provient le désaccord. Une fois qu'on a l'objet du désaccord, on peut, en tout cas chacune des parties peut exprimer par rapport à sa conception, par rapport à sa façon de voir, ce qui lui fait se sentir mal. C'est-à-dire, si c'est parce que tel a fait ci que je me sens mal, on donne le temps aux deux parties de s'exprimer par rapport au mal qu'ils ont. Et je pense qu'il faut développer dans ce cadre-là une écoute constructive, une écoute attentive pour pouvoir ne pas interrompre l'autre et le laisser parler, vider son sac. Et après, maintenant, vous trouvez un terrain d'entente. Je pense que c'est dans ce cadre-là que à la loyale intervient. Vous trouvez un terrain d'entente qui peut arranger, comme la vidéo même l'a montré, qui peut arranger les deux parties sans toutefois leur permettre, mais sans toutefois leur pousser à abandonner leur position de base. Ça peut se faire également et on va trouver un terrain d'entente en abandonnant des deux côtés leur position de base pour trouver un juste milieu. Donc les deux cas sont possibles. D'accord. Alors Monsieur Diri, est-ce qu'on arrive réellement à résoudre nos conflits de la vie actuelle à la loyale en essayant de trouver peut-être un juste milieu à tous les coups? Bon, généralement, c'est pas évident. C'est pas évident, mais ce qui serait important, comme Jean-Marie l'a dit, à première vue, la résolution n'est pas spontanée. Et généralement, dans un conflit, il y a une partie qui estime lésée et l'autre qui estime être en bonne position ou quoi que ce soit. Et dans cette situation, la partie qui se dit lésée est toujours rancunière par rapport à tout ce que vous avancez. Oui. Et donc, c'est dans cet esprit-là que vous devez vraiment amener les deux parties. Bon, dans un premier temps, il va falloir laisser les deux parties, bon, comme on le dit, se calmer, se refroidir. Et maintenant, comme d'une manière simple, la résolution des conflits, c'est de chercher à discuter individuellement avec les deux parties. Essayer de comprendre le nœud du problème, de quoi s'agit-il. Et donc, lorsque vous arrivez à appréhender tous ces aspects, c'est en ce moment que vous allez maintenant arriver à amener les deux positions. Dans un conflit, généralement, il faut avoir l'esprit de faire des compromis si on veut vraiment résoudre les problèmes. Donc, c'est d'arriver à faire des compromis, à abandonner certaines exigences pour dire que bon, on est ensemble. Et comme Jean-Marie l'a dit, on dit traditionnellement que la langue et les dents sont dans la même bouche, mais il arrive qu'ils se mordent. Et donc, ces éléments nous indiquent que quelle que soit notre situation, quel que soit comment nous vivons, il arrive un moment où on peut être en conflit avec notre environnement. Et donc, essayez de faire des compromis, essayez d'abandonner certaines exigences sur lesquelles votre position devient beaucoup plus radicale pour que la résolution, vous pouvez revivre ensemble. Parce que au-delà de tout, le vivre ensemble est un élément important si on veut avoir vraiment un développement. Maintenant, pourquoi c'est si difficile d'arriver vraiment à faire des compromis lorsqu'il y a des conflits? Comme vous l'avez dit, c'est le schéma qui se présente à tout bout de champ. Le léser et le favoriser. Oui, généralement, c'est ce que je dis. Généralement, l'être humain étant ce qu'il est, tout le monde veut toujours avoir raison. Et c'est ça même le nœud du problème. C'est comme dire que j'ai tort, c'est comme je suis faible. Et donc, pour qu'on ne me taxe pas de faible, je dois faire tout pour que j'ai raison. Et donc, dans un conflit, tout le monde veut dire que j'ai raison et toujours être fort. Et donc, ça fait que personne ne veut abandonner sa position. Et donc, maintenant, il faut vraiment être au-dessus de la mêlée pour pouvoir comprendre certains aspects, dire que non, au-delà de tout ce qui nous divise, il y a un élément qui nous rassemble qui peut être beaucoup plus bénéfique pour nous deux
manque de tout, et c'est ça qui amène la personne à abandonner un certain nombre d'éléments pour venir à s'entendre sur un point. Mais il faut vraiment arriver à un niveau d'esprit pour pouvoir l'accepter. Ce n'est pas facile. C'est pas du tout facile. Oui. Hein. Et lorsqu'on va rentrer même, est-ce que les gens arrivent réellement dans cette vie à combattre à la loyale, à résoudre des conflits en faisant des compromis, en revenant sur leur position de départ? Est-ce qu'il y a des personnes qui arrivent vraiment à franchir ce cap? Oui, merci beaucoup. Et vous savez, c'est tellement complexe. Hein. Même lorsqu'on dit que souvent les gens ne cèdent pas, ça dépend. J'ai parlé des pathologies. Il y a des gens qui sont inhibés. Vous êtes en conflit. Elle a raison, mais elle croit à tort qu'elle n'a pas raison. Et nous rencontrons beaucoup de ces personnes-là et en consultation. Ces gens-là ont une estime de soi très basse. Vous verrez qu'en public, elle ne parle pas. Quel que soit ce qui se passe, elle s'incrimine. Là, c'est dans les cas un peu extrêmes. Et ces gens-là sont la proie prisée des pervers narcissiques. Voilà, et ces gens qui n'ont jamais tort, qui profitent des faiblesses des gens pour les dominer. Exactement. Donc, ça dépend de là où nous sommes. Mais il y a aussi des situations qui nous obligent aussi à négocier. Lorsque nous voyons que nous sommes en position inférieure et que l'autre en face de qui je suis, sans lui, je ne peux pas évoluer, il y a cette soumission hypocrite-là, cette façon de se soumettre et de chercher la paix pour pouvoir évoluer. Mais le danger, c'est que, comme quelqu'un l'a dit, quand vous n'exprimez pas ce que vous avez, vous avalez ce que vous avez, vous faites ce qu'on appelle nous chez nous en psychologie le refoulement. À cause de son intérêt, il refoule les différentes frustrations. Le jour que cette personne sera en position de pouvoir s'imposer ou de dire ce qu'elle pense, vous n'allez pas la reconnaître. C'est pour cela que dans la raison d'un conflit, il n'y a jamais de celui qui a raison et de celui qui a tort. C'est le premier élément que nous enseignons à ceux qui veulent aider à résoudre les conflits, surtout sur le plan conjugal. Le jour où vous avez problème avec votre femme et que c'est vous l'homme qui avez raison, c'est que vous avez échoué. Comment vous avez fait pour avoir raison? Vous êtes femme, c'est votre mari. Si vous avez un conflit et que c'est vous qui avez raison et que votre homme a tort, cela veut dire qu'il y a souci. C'est pour cela, la méthode que nous disons et que nous enseignons très souvent, au-delà de la tolérance, c'est de se remettre en cause. Lorsque je suis offensé, quelle a été ma part dans cela? Lorsque nous réfléchissons de cette façon, c'est plus facile de résoudre les conflits. C'est plus facile d'aller vers la tolérance. C'est plus facile de comprendre l'autre. Lorsqu'on est habitué à se remettre en cause, et ça, c'est l'éducation. Rien ne peut arriver sans éducation. L'homme, lorsqu'il naît, il a toujours cette tendance-là à pouvoir dominer. Puisque, comme je l'ai dit, depuis la fécondation, même avant la fécondation, même, c'est la lutte. Les spermatozoïdes lutte, et c'est le plus fort, c'est le plus résistant. Donc, c'est une entité ou bien c'est un état qui est inhérent à l'homme. Il veut toujours dominer, il veut toujours avoir raison, il veut toujours prendre le dessus. Pour cela, il faut que l'homme soit éduqué. C'est là où je félicite beaucoup le programme des jeunes de l'ATBF qui crée un cadre pour que les jeunes puissent s'exprimer, pour que non seulement on les laisse s'exprimer, mais on leur enseigne comment faire valoir leurs droits, comment pouvoir résoudre les conflits. Donc, pour revenir à votre question, est-ce que les conflits sont résolus? Parfois, oui, mais très souvent résolus, mais incomplètement. Parce que la personne peut se résigner. Le conflit peut sembler être résolu et quelques années, quelques mois plus tard, refaire surface. Je m'arrête là pour ne pas prendre trop de temps. Lorsqu'on parle vraiment de combattre à la loyale, mais de résoudre des conflits à la loyale, cela sous-attend, lorsqu'on comprend bien l'explication du psychologue, que dès qu'on se dit mutuellement que c'est fini,
c'est que vraiment chacun essaie de faire le vide à son niveau, de pardonner à l'autre et de ne plus revenir sur le sujet. Et comme vous l'avez dit même au niveau de la chute de vos propos, des fois on se résigne, ou même des fois il y a des personnes qui disent qu'ils sont tellement rancunières qu'elles vont dire ok, il n'y a pas de souci, et puis voilà. Normalement, lorsqu'on parle de résoudre un conflit à la loyale, il s'agirait d'arriver à un point mort où on se pardonne mutuellement et on essaie donc d'avancer. Cela même, le pardon reste un des gros avantages qu'on s'offre à soi de vivre librement, de ne pas porter quelqu'un dans son cœur. Au-delà de ça, quels peuvent être les autres avantages lorsqu'on parle de combattre à la loyale, de résoudre convenablement nos conflits? Qu'est-ce que cela nous apporte à nous ou également à notre partenaire? Merci beaucoup. Ça peut nous apporter, en plus de ce que le docteur a dit, ça peut nous apporter une paix. Puisque quand je pardonne à l'autre, ou bien quand je me remets à chaque fois en question par rapport à une dispute, par rapport à un malentendu, ça me permet moi-même de me juger par rapport à certaines pratiques, de voir si est-ce que je n'en ai pas pour quelque chose. Ça me donne la paix également si je pardonne à l'autre. Et ça me permet à chaque fois d'aller au-delà de la tolérance, comme l'a dit M. Djerry. Du coup, j'ai la paix, je pardonne à l'autre et il y a une cohésion entre nous. Puisqu'il disait que le fait de combattre à la loyale nous permet de vivre en harmonie avec notre environnement. Si nous cultivons la tolérance autour de nous, cela voudra dire qu'il y aurait moins d'actes de violence, moins d'actes répréhensibles, etc. Mais ce n'est pas assez évident d'arriver vraiment à ce monde où il y a peut-être moins de violence, moins de ça, moins d'actes, peut-être même les violences verbales qui sortent un peu partout. Et ça qui me permet de revenir peut-être à notre constitution. On sait souvent, et souvent dans l'éducation africaine, nous ne sommes pas amenés à exprimer ce que l'on ressent. Même des fois, lorsque les parents ont tort et qu'on te chicote ou on crée un conflit ou peut-être les parents ne mentent jamais. Les parents ne mentent jamais. Ou on déforme la vérité. Voilà. On t'empêche également de dire, comme vous l'avez dit, de se remettre. Bon, si se remettre en question, je ne sais pas. Mais déjà même, cette éducation a été rigide pour tout le monde. À telle enseigne que c'est l'enfant qui se remet tout le temps en question. Et on grandit avec. On va remarquer le plus souvent que lorsqu'on va dans certaines situations, on va voir des personnes qui, naturellement, lorsqu'il y a un conflit, qu'il ait tort ou pas, c'est que c'est lui qui a raison. Parce qu'il a été éduqué comme ça. De la même manière, il y a une autre personne, même s'il a raison, comme vous l'avez dit, il commence par se résigner. Et ça veut dire même qu'au niveau de l'éducation qu'on donne à nos enfants, on doit arriver des fois à leur montrer, à s'imposer, à dire ce qu'elles pensent, même si des fois on a l'impression que ça rentre dans l'impolitesse. Comment arriver à trouver le juste milieu au niveau de l'éducation? Merci beaucoup. Au niveau de l'éducation, vraiment, je suis d'accord avec vous, il faut revoir l'éducation. Mais au même moment, il ne faut pas trop c'est plutôt pour jeter des pierres à l'éducation africaine. Jusqu'à preuve du contraire, moi, en tant que psychologue, je crois que c'était la meilleure éducation de nous. Seulement aujourd'hui, avec je sais pas, la civilisation, cette éducation basiquement africaine a été tronquée. Qu'est-ce que je veux dire? Avant, ce n'était pas le parent biologique seul qui éduquait l'enfant. Oui. Lorsque votre enfant fait quelque chose, un autre qui ne l'a même jamais vu peut le frapper. Mais depuis les indépendances, avec le développement de l'ego où on cultive, vous voyez beaucoup de choses, même à l'école, beaucoup de pratiques et la finalité inconsciente c'est de développer l'ego, de dire que moi je suis supérieur. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui les gens ne veulent pas qu'on touche à leurs enfants. Et maintenant, chez nous les psychologues, nous disons qu'au niveau de l'éducation, il y a ce qu'on appelle la chicotte et le bâton de carotte. C'est ça qui permet d'avoir le juste milieu. Quand l'enfant fait quelque chose, ce n'est pas bien, il faut le réprimander. Mais surtout, là où nous décrivons un peu ce qui se faisait avant, vous faites quelque chose, on vous frappe. Vous ne savez même pas ce que vous avez fait comme mal. Finalement, ça vous étourdit. Je me rappelle quand on était à l'école, il y avait certains enseignants qui nous disaient que bon, et vous savez, moi j'ai deux diables. Il y a la femme, quand la femme est là, je m'habille en bleu.
quand l'homme est là, je m'habille en rouge. Et le jour que je m'habille en rouge, sachez que ça va chauffer. Et curieusement, cet enseignant, le jour qu'il s'habille en rouge, sachez que la moindre, il va vous chicoter. Mais curieusement, le jour qu'il est en bleu, même si vous ne réussissez pas, vous avez chance qu'aujourd'hui, je suis habillé en rouge. Voilà à peu près quelques ratés de notre éducation et en fait et scolaire. Mais je crois qu'il faut arriver à reprendre l'enfant lorsqu'il ne fait pas bien, lui faire comprendre pourquoi on le reprend, mais il faut aussi arriver à gratifier, c'est-à-dire quand il fait bien, il faut lui dire qu'il fait bien. C'est là où j'en viens, où vous ne verrez jamais un parent féliciter son enfant. Quand l'enfant a 12 mois, il dit « Ah non, non, ce n'est pas beaucoup, hein, il faut encore aller plus loin. » Mais dis-lui que « Oh, c'est bien, tu t'es battu, mais il faut aller plus loin. » Lorsque l'enfant aura 14, « Oh, mais c'est bien, mais tu pourrais avoir 16. » Finalement, cet enfant-là ne sait plus ce que vous dites. Lorsque l'enfant se bat, il a 16, il dit « Ah, enfin, papa sera content. » Je comprends aussi le parent. Il veut que l'enfant fasse plus et fasse plus. Donc, il fait l'éternel insatisfait. Alors qu'il ne sait pas qu'en faisant cet éternel insatisfait, il est en train de créer un autre problème au niveau de l'enfant. Je crois qu'il faut que les deux choses soient là. C'est pour cela que les enfants doivent être corrigés. Il y a aussi une façon d'être corrigé. Au même moment où nous corrigeons, et en ce même moment également, il faut les gratifier, il faut les féliciter, il faut les élever dès qu'ils font un petit effort. C'est très, très, très important. Alors, Monsieur Djerry, aujourd'hui, on veut vraiment arriver à donner les astuces pour arriver à résoudre convenablement nos conflits. Alors, quels peuvent être les obstacles, même si je suis dotée d'une très bonne volonté, pour essayer d'engager la discussion, la communication avec mon interlocuteur et faire des compromis pour régler à la loyale nos conflits? Quels peuvent être les obstacles que je peux rencontrer sur ma route? Ok, mais généralement, les obstacles, c'est nous-mêmes, hein, dans un premier temps. C'est nous-mêmes, comme je l'ai dit au départ, on se dit que on se cramponne sur sa raison, c'est j'ai toujours raison, je ne veux pas avoir. Si on dit que j'ai tort, ça veut dire que je suis considéré comme faible. Et donc ces aspects-là, c'est déjà des obstacles pour aller vers la négociation ou la résolution des conflits. L'autre aspect aussi, c'est l'environnement. L'environnement, prenons l'exemple d'un couple. Deux couples, ils se sont querellés. Tu viens, ta femme te dit que l'autre, on l'a insulté, et tu dis, il n'y a pas de problème. Donc, pour ta femme, c'est que tu es un faible. Voilà mon mari qui vient, on dit comment insulter, au lieu d'aller battre les autres. Donc, il y a l'environnement aussi qui est un obstacle pour la résolution des conflits. Et donc, dans une situation beaucoup plus harmonieuse, c'est de pouvoir faire effort. C'est de faire effort pour de dépasser ces éléments de le moi, comme on l'a dit, de dépasser l'environnement, tout ce qui t'entoure, pour être au-dessus de la mêlée, dire que, comme les savants l'ont dit, ce qui nous divise n'est pas aussi beaucoup que ce qui nous rassemble. Et donc, avec tout ça, on peut vivre ensemble. Et donc, c'est quand on fait fi de ce qui nous divise pour amener ce qui nous rassemble qu'on pourra vraiment résoudre les conflits. C'est très important. Alors, résoudre toujours ces conflits, nous sommes toujours dans cette discussion. Quels sont les principaux éléments, qu'il faut mettre ensemble, hein? Quelles sont peut-être les différentes composantes qu'il faut mettre ensemble pour arriver à résoudre convenablement nos conflits? Merci beaucoup. Comme je le disais, il faut d'abord savoir le nœud du problème. Il faut savoir d'où vient le problème. Il faut que les deux parties soient disposées à résoudre le conflit. Il faut que les deux parties également aient la capacité ou bien soient aptes à aller vers le compromis, à laisser tomber leurs idées préreçues ou bien leur position pour pouvoir chercher un juste milieu qui va arranger les deux parties, qui va les arranger. Il faut également qu'ils puissent se concentrer, c'est-à-dire qu'ils puissent se donner la possibilité à chacun d'exprimer ce pourquoi ou bien ce qui lui fait mal.
c'est ça qui va permettre même de trouver le juste milieu. Voilà, donc ce sont ces éléments. Et vous avez dit un élément très important, qu'il faut que les deux parties soient disposées à régler le conflit. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe si moi je suis disposée à régler le conflit, mais que l'autre n'est pas disposé à régler le conflit? Ça aussi, ça fait partie, puisque l'autre, c'est quelqu'un qui est autre que moi. Cela voudra dire que ce n'est pas moi. Du coup, il faut peut-être prendre le temps de connaître la personne avec qui on est, savoir comment est-ce qu'il peut réagir en temps de conflit et comment l'appréhender dans ce genre de situation. Et c'est à base de ça qu'on peut savoir comment est-ce il faut s'y prendre pour pouvoir trouver un compromis avec cette personne-là, ou comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour que cette personne-là, au lieu de résoudre le conflit, n'aggrave pas les choses. Voilà, il faut savoir la personne avec qui on est, comment gérer cette personne-là et tout ça. Même question également. Généralement, si je vais rebondir un peu sur ça, généralement, nous on conseille de chercher l'aide extérieure. Dans une situation pareille, chaque personne a quelqu'un qu'il écoute. Et donc, quand il s'agit d'une telle situation où on n'arrive pas à résoudre le conflit, c'est de chercher l'aide extérieure pour amener la personne. Peut-être que c'est moi qui n'arrive pas. On peut dire que on connaît un de ses proches là, quand lui parle, il écoute. Donc, on fait intervenir la personne dans le jeu et qui rentre et avec ça, on peut avoir un consensus. Donc ça veut dire qu'on doit faire intervenir un médiateur. Mais des fois, c'est mal interprété. Hein. J'ai un problème avec vous, j'aimerais le régler avec vous. Même si peut-être je suis têtue à la résolution, appeler une autre personne, lui raconter peut-être votre version de l'histoire également, s'il n'est pas assez doué de sens pour venir écouter ma version. Au fait, le médiateur, ce n'est pas n'importe qui. Ne devient pas médiateur n'importe qui. Donc, il faut avoir toutes les qualités. Et quand tu viens dans une médiation, tu n'es pas là à exposer la vie des gens parce que c'est ça. Donc tu as une qualité et c'est ça, c'est eu égard à cette qualité qu'on t'a fait venir dans le conflit. Donc, ce n'est pas n'importe qui qu'il faut prendre. Ce n'est pas un médiateur dans un conflit, c'est quelqu'un qui a toutes les qualités, qui peut gérer les hauts et les bas pour amener les deux parties à s'entendre. D'accord. Et lorsqu'on parlait de la résolution des conflits, docteur, il était dans notre question à ce que les deux parties soient disposées à résoudre le conflit. Même si le médiateur doit intervenir, cela place donc la communication vraiment au centre, comme pilier principal de la résolution des conflits. Comment arriver vraiment à avoir une communication assez efficace, que ce soit dans le choix des mots, le choix des verbes, quoi dire, à quel moment surtout? Comment arriver à développer ces aptitudes, ces tics pour pouvoir mieux résoudre nos conflits? D'accord, donc merci. Encore une fois, je dis que tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et d'abord, ce que nous conseillons, il ne faut pas parler de façon impersonnelle. On m'a blessé. Voilà. Ou bien, on a blessé les gens. Vous voyez, dans certaines résolutions du conflit, la personne s'efface et se met derrière le pronom impersonnel. C'est de dire « je ». Tu m'as fait ça, ça ne m'a pas plu. Déjà, le simple fait de pouvoir le dire, sur le plan psychologique, ça apaise. Parce que vous êtes exprimé. Je, surtout au niveau des couples. Même entre nous jeunes, c'est ça. Tu as fait ça là, ça ne m'a pas plu. Ne pas avoir l'intention. Il y a des gens pour exprimer son mécontentement, elle veut profiter pour blesser l'autre. C'est pour cela qu'on parlait de disposition. Là, ce ne sont pas des gens qui sont disposés à résoudre, mais c'est plutôt à se venger. Ce qui fait que la résolution des conflits tarde, c'est que les gens ne sont pas allés pour résoudre le conflit, mais ils sont allés pour pouvoir se venger. Voilà. Donc d'abord, en plus de ce que les autres ont dit, il faut exprimer ce qu'on a. Et être aussi disposé à écouter l'autre. Mais je reviens sur ce que j'avais dit avant. Essayez autant que possible de se remettre en cause. Pourquoi? Lorsque je suis en train de me remettre en cause et que l'autre ne voit pas que je suis en train de l'accuser, il est affaibli dans son élan de vengeance. Pour terminer, je vais donner un petit exemple. Je prenais une voiture, j'avais une urgence au CHU et j'allais et puis, je ne sais pas, j'ai tourné. Il y avait un chauffeur qui était là et qui venait, donc il a dû me feinter pour qu'on ne sorte pas.
puis il a dit, ouais, t'as beaucoup longtemps, tu es toqué bête. Ça m'a tellement choqué. Vous voyez, nous, les agents de santé, quand on piétine notre ego. Donc, j'ai dit, mais comment je vais faire pour faire comprendre à ce type-là que ce n'est pas bien. Donc, j'ai avancé ma voiture à son niveau et je lui ai demandé, j'ai juste fait le geste. Pardonne-moi. Et nous étions si proches que je voyais que les passagers de la voiture ont commencé à l'accuser. Tu vois, tu vois. Et je suis parti. Quelques trentaine de mètres, il m'a rejoint. Il dit, oh mon frère, hey, j'ai compris. Et je m'excuse de vous avoir insulté. Donc le conflit a été réglé. Tout simplement parce que j'ai reconnu que j'avais fait une mauvaise manœuvre et que j'ai demandé excuse. Je ne suis pas allé pour lui faire comprendre qu'il n'avait pas le droit de m'insulter en pleine circulation. Je crois que si ces méthodes, ces façons de faire, ne pas répondre à l'autre parce qu'il m'a fait, je dois aussi le faire pour qu'il sache que je ne suis pas bête. Si on arrivait à s'effacer, pour laisser planer le dialogue, je crois qu'on aurait moins de conflits. Très important. Alors, M. Dierry, comment arriver aussi à communiquer sans tomber dans le chantage émotionnel? Parce qu'on remarque aussi ça, il y a des personnes, ils viennent pour te relater le fait. Vous l'avez dit, hein, il faut que la personne dise que vous m'avez fait ça ici. Mais des fois, on a l'impression que c'est beaucoup plus du chantage émotionnel que de relater exactement les faits et comment cette personne s'est sentie. Alors, comment arriver à faire la nuance entre le fait que la personne exprime ses ressentis, ses sentiments et le chantage émotionnel? Bon, ça dépend de comment la personne est en train de l'exprimer. Sinon, généralement, lorsque la personne, comme il a dit, l'auteur l'a dit, comme la personne vient de bonne foi par rapport à un conflit, tu sens les mots utilisés témoignent de la véracité de ce qu'il est en train de dire. Et là, également, les mots utilisés donnent à suffisance que non, ce qu'il est en train de dire, il est en train de m'énarguer au lieu de chercher à résoudre le problème. Et donc, comme les Américains l'ont dit, la communication, c'est un élément important. Et ça déboulonne tout. Et lorsque la communication n'y est pas, et la communication n'est pas de bon sens, tout conflit ne peut être résolu. Et donc, c'est la personne qui est en train de communiquer, c'est à travers... Puisque la communication, au-delà d'être verbale, est aussi à d'autres formes de communication. Donc, dans sa communication, tu sens, à travers ses gestes, ces choses, tu sens que la personne là, il est en train de me tromper. Ce n'est pas, au fait, il n'est pas en train de chercher à négocier. Et donc, tous ces éléments-là, c'est l'observation de la personne qui est en train de parler qui te permettra de comprendre que ça, la personne est de bonne foi, la personne est de mauvaise foi. Alors, lorsqu'on fait tout ça, Jean-Marie, et que rien ne change, la personne n'est pas disposée, il n'y a pas d'amélioration, à quel niveau on peut dire, OK, il n'y a pas de souci, on arrête la négociation? Je pense que, comme l'ont dit les prédécesseurs, si après toutes ces techniques-là, on n'a pas eu gain de cause, là, je pense qu'il est plus judicieux, bien, il serait plus judicieux de faire appel à une tierce personne, comme l'a dit M. Dierry, pour aider peut-être une personne qui n'est pas justement, après le passage du médiateur aussi, s'il n'y a pas de changement. Là, c'est un cas compliqué. Ce serait très compliqué. Est-ce qu'on peut, il y a un niveau où on va dire on a essayé, on a vraiment essayé les techniques, rien ne change? Oui, en fait, il y en a. Quand vous voyez les problèmes de couple, il y en a. Tout le monde dit, bon, en fait, quelqu'un dit j'ai tout essayé. En fait, c'est là où j'allais répondre. Généralement, on dit que j'ai tout essayé, alors qu'on n'a même pas essayé. Voilà. Vous avez bien parlé de chantage affectif. Dans la résolution des problèmes de couple, quand les protagonistes parlent, il faut savoir choisir les mots parce qu'ils vont vous tourner en bourrique. Voilà. Et de deux,
Et je crois également, quand vous parlez de chantage affectif, Jean-Marie l'a dit, et M. Djerry l'a dit, quand vous allez pour régler les problèmes, si vous voulez voir si c'est chantage affectif ou pas, déjà, ça veut dire que vous êtes en mauvaise position de résolution de conflit. La personne peut dire que je t'ai appelé à 20h20, tu m'as répondu à 20h22, tu m'as blessé, je suis vraiment... Maintenant, si toi tu dis que, mais toi aussi, c'est les 2 minutes là, oh tiens, déjà vous n'êtes pas dans la logique de raison. Oh, tu sais que la personne a exagéré. Oh oui, oh, ne t'en fais pas, ce n'est pas grave. Oh, et toi-même tu sais, mais demain je ne le répéterai plus. Il faut laisser l'espace à la personne d'exprimer ses affects. Voilà, il le faut. Mais si vous voulez être toc, 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 ça, vous n'arriverez jamais à pouvoir résoudre les problèmes. Maintenant, est-ce qu'il y a des cas où, après que vous ayez essayé, que le médiateur vienne, et quelqu'un d'entre eux l'a dit, je crois que c'est M. Djerry, c'est quel type de médiateur? Quand vous allez choisir quelqu'un qui est votre ami, qui partage le même point de vue que vous, et qui se trouve en antagonisme avec le point de vue de l'autre, vous ne pouvez pas dire que vous avez tout essayé. Arrêtez ceux qui disent que j'ai tout essayé. En réalité, souvent, c'est de mauvaise foi. Ce n'est pas de bonne foi. Et je crois qu'une personne qui a un cœur, une personne qui pense, une personne qui veut évoluer, doit tout faire pour que le conflit soit résolu. Mais si malgré ça, la personne ne veut pas, c'est que d'une part, elle ne veut plus faire la paix avec vous. D'une part, il y a des intérêts ou des intentions cachées. En ce moment, il est conseillé de se retirer. Lorsque ça va lui passer, généralement, ces personnes-là, ça revient. Et puis, il faut reconnaître, bon, je sais que je ne veux pas heurter la sensibilité de quelqu'un, il y a une divinité, il y a la nature. Vous n'êtes pas seul dans cette quête. Quand la personne ne veut pas du tout, la nature même se chargera de lui montrer les leçons. Et il vaut mieux résoudre vite le conflit pour que la nature même ne vous enseigne. Parce que ça risque de faire plus mal. C'est vrai, ça c'est vrai. Et merci beaucoup. J'ai beaucoup appris. On a discuté. Les discussions étaient vraiment très enrichissantes. Et je pense qu'on a beaucoup appris sur les différentes techniques, comment y aller à s'écouter, une écoute attentive, une écoute constructive, une écoute sans jugement et surtout à mener de bonnes actions pour résoudre les différents conflits. Alors très rapidement, Jean-Marie, quel sera ton mot de fin pour clôturer cette émission? Je voulais inviter les jeunes, surtout puisque nous sommes jeunes. Je voulais inviter les jeunes à prendre en compte tout ce qu'on vient de dire et surtout à cultiver la tolérance, puisque c'est vraiment la clé. La tolérance, c'est dans toute situation. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marie. La tolérance, on retient très très court et très poignant. Ok. Bon, je ne vais plus répéter la tolérance. Moi, je préconise beaucoup plus la négociation. Parce que quoi qu'on fasse, on serait en conflit. Et quand il y a conflit, il faut toujours négocier. C'est très important. Et pour finir? Moi, je dirais, en plus de ce que mes professeurs ont dit, un conflit réglé est une étape de maturité gagnée. Merci. Un conflit réglé est une étape de maturité gagnée. Alors, soyons tous des matures vivants et essayons de combattre à la loyale, de régler convenablement nos conflits, plutôt que de laisser la nature, la mère divine nous enseigner. Parce que ces leçons, apparemment, elles sont beaucoup plus amères. Prenez soin de vous, combattez à la loyale durant toute cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Et surtout, n'oubliez pas de rester scotché au programme de votre chaîne Santé Espèce Docteur TV et à très très bientôt.